Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir Didier, bonsoir Frédéric, bonsoir Léa. Je suis tellement heureuse de vous retrouver comme à chaque fois sur la plateforme de Bibouda. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse. Et ce soir, j'ai la joie d'animer ce webinaire dont le thème est un thème universel, bien évidemment. Il s'agit du sommeil. Comment avoir un sommeil réparateur? Comment dormir comme un bébé? Avant de vous présenter nos invités qui sont là, je suis tellement heureuse d'être avec vous, messieurs Sylvain Caron et Clément Leroy, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus tous les deux. Bonsoir Laura, bonsoir à tous. tout le monde. Bonsoir messieurs. Un mot tout d'abord pour les personnes qui sont avec nous dans le chat, qui sont en ligne. Est-ce que vous êtes sur le point de vous coucher ce soir ou alors vous êtes en pleine journée? Dites-nous d'où vous venez, sur quel continent vous êtes. Soyez les bienvenus, en tout cas, où que vous soyez. On est là et on va passer une bonne heure 20 ensemble. Vous allez pouvoir nous poser toutes les questions possibles. Alors, on va voir un petit peu le chat. J'aime bien. Bonsoir de Bretagne, bonsoir de Bordeaux. Pour l'instant, c'est la France. Bonsoir tout le monde de la Drôme. Mais je sais qu'il y a des Québécois, beaucoup de Québécois qui nous regardent. Vous êtes plus de 4000 à être inscrits ce soir, donc soyez tous les bienvenus. Sylvain, je rappelle que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, encore en tout cas, je rappelle que toi, tu es un passionné véritablement de la capacité d'adaptation. Alors ça, le mot adaptation, il va revenir souvent. Ouais. Tu es un kiné, tu es un ostéo, tu as suivi des sportifs de très très haut niveau, tu es conférencier maintenant depuis des années, et c'est bien, les conférences ont repris, on en parlait à un instant, et ta passion véritablement, c'est l'humain, et tu vas nous raconter tout ça. Pourquoi justement tu t'es intéressé, toi, au sommeil. Alors t'es pas venu seul, avec toi, à tes côtés, un petit peu plus loin, dans un autre coin de la France, Clément Leroy est avec nous. Salut Clément. Bonsoir à tous, bonsoir Laura. Tu seras dans un instant en équilibre sur ton vélo. Je rappelle que tu es psychologue clinicien, mais surtout, ça fait 5 fois que tu es champion du monde d'équilibre à vélo, donc la performance, ça n'a plus de mystère pour toi, la motivation, la patience sont tes maîtres mots, je crois qu'on peut dire ça. En effet. Alors, on va parler pour tous les deux, de l'outil, je dirais, c'est un des outils pour être en pleine santé, pour être en longévité, pour être heureux surtout, et j'aime bien ce mot-là, et pour retrouver sa capacité et sa vitalité, à savoir le sommeil. Sylvain, toi, depuis de nombreuses années, tu t'intéresses à cette capacité d'adaptation, mais surtout au sommeil aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles chercher cet outil-là et tu te passionnes de cet outil-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, bien sûr, mon parcours de kiné, d'ostéopathe, du sport, avec donc l'accompagnement de sportifs, et le sommeil, on le sait, dans le sport, et Clément pourra nous en parler beaucoup mieux que moi, est un des vecteurs, on va dire, fondamentaux de cette capacité à pouvoir performer. Mais surtout, depuis à peu près une vingtaine d'années, je travaille donc en entreprise en tant que consultant, formateur, et dans tous les groupes où je suis passé, que ce soit en France ou ailleurs, en Suisse, j'ai vu tellement de gens en souffrance, que ces souffrances soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient environnementales, sociétales, peu importe, tellement de souffrances, et ne pas avoir conscience qu'elles avaient les clés, en fait, pour pouvoir modifier, pour pouvoir impacter ces souffrances, et pour pouvoir ne plus être en souffrance. Comme tu disais, pour pouvoir aller vers plus de mieux-être. Et ça passe par cette capacité. Et c'est cette vision, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas travailler, on va dire, sur le fond. On me demandait de venir en entreprise pour travailler sur la forme, les bons outils pour pouvoir apprendre à gérer son stress, les bons outils pour pouvoir éviter de se faire des TMS, des troubles musculo-squelettiques, les bons outils pour pouvoir apprendre à communiquer, etc., etc. Et on ne parlait jamais, en fait, du fond. C'est-à-dire le fond, que ce soit dans la communication, le stress ou les TMS, le fond, c'est l'humain, c'est la physiologie, c'est la neurophysiologie. Et ça passe complètement inaperçu. Et c'est cette physiologie, cette neurophysiologie qui fait que, notamment au travers de ce dont je vais parler tout à l'heure, la capacité d'adaptation, qui fait que les gens ont du mal à récupérer, les gens sont en souffrance. Et cette capacité d'adaptation, elle est étroitement liée à notre capacité de récupération, à cette qualité du sommeil. Ouais. Donc, capacité d'adaptation, capacité surtout de récupération.
je laisse quand même juste la parole un instant, évidemment, à Clément, parce que je voudrais qu'on lance le chrono quand même, Clément, et que tu nous dises un peu ce que tu vas faire par rapport à cette soirée. Eh ben, je vais tenter aujourd'hui de réitérer une partie de l'exploit que j'ai fait en juillet 2019, où j'ai tenté de battre le record du monde d'endurance en équilibre statique sur mon vélo. J'avais un carré de 10 cm sur 10 cm à la roue arrière. Donc, je peux lancer Vas-y, c'est parti, alors. le défi sur le chat de deviner combien de temps j'ai tenu en équilibre sur mon vélo. Et donc, c'est parti. En effet, Laura, tu peux lancer le chrono. Là, je lance le chrono, ça y est, c'est parti. Et c'est parti. Exécution. Impeccable. Bah justement, bravo. Bravo, tu vas rester comme ça pendant tout le webinaire, moi j'adore. Je vais essayer du moins de ne pas toucher pied à terre, je vais changer de position durant le webinaire pour pouvoir me reposer et justement te reposer, te reposer. Et comment tu as réussi à récupérer en étant 5 fois champion du monde et dans ton championnat du monde, c'est de tout ça dont tu vas nous parler évidemment tout à l'heure. En tout cas, ça y est, le chrono est lancé et donc plein de courage à toi. Moi, je suis tranquille sur ma chaise. Moi aussi, hein. Et je suis bien. Qu'est-ce qu'on est bien sur sa chaise. Tu m'étonnes. On est super. J'ai jamais autant apprécié ma chaise que ce soir. Moi, c'est pareil. En tout cas, on est de tout cœur avec toi. Mais regarde, il a le sourire. En même temps, si on tient en équilibre comme ça et on a le sourire comme ça, moi, je veux bien faire du vélo demain. Un bon sommeil pour toi, c'est quoi, Silver? C'est quoi un bon sommeil réparateur? Alors, le bon sommeil réparateur, très souvent, quand les gens parlent du sommeil, on parle de la quantité. J'ai dormi 6 heures, j'ai dormi 8 heures, j'ai dormi 9 heures. Pour moi, le bon sommeil n'est pas lié on va dire, à la durée du sommeil, mais plutôt est lié à la qualité du sommeil, notamment à la qualité de récupération. Quand je parle très souvent dans cette capacité, donc j'explique très souvent et j'ai dit tout à l'heure que ce qui va faire qu'on est heureux, malheureux, qu'on est en bonne santé, qu'on est malade, vous comprendrez pourquoi au cours de ce webinaire, qu'on est stressé ou qu'on est zen, etc., etc. C'est notre capacité d'adaptation. J'adore citer à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression de me répéter, mais je cite le Dalai Lama qui dit que l'important dans la vie, c'est pas tant ce que l'on vit, c'est la vision, la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce que l'on vit, donc la vision que l'on en a. Et cette capacité de pouvoir s'adapter, parce qu'on vit tous des événements difficiles, douloureux, contraignants, etc., etc., qui peuvent impacter ce sommeil. Mais ce qui fait qu'on va dormir ou pas dormir et qu'on va surtout récupérer ou pas récupérer, c'est cette capacité. En fait, cette capacité d'adaptation, elle est liée, et je le dis dans ma formation en général, dans toutes les formations que je fais de toute manière, elle est liée à nos 3 premiers besoins fondamentaux. Notre respiration, notre hydratation et notre alimentation, sachant que les 2 derniers sont étroitement imbriqués et liés. Et ces 3 premiers besoins fondamentaux, tels qu'ils ont été décrits par Virginia Anderson, qui avait décrit donc les 14 besoins fondamentaux de l'être humain, ces 3 premiers besoins vont déterminer un 4e pour moi, qui est le besoin non pas de dormir, mais de récupération. Et si les 3 premiers ils sont quasiment identiques, c'est-à-dire c'est quelques minutes pour la respiration, à partir de quelques minutes, si on respire plus, on vit plus. C'est quelques jours pour l'hydratation et c'est quelques semaines pour l'alimentation. Et si c'est toujours la même chose pour tout le monde, par contre, le 4e besoin, le besoin de récupération, il est très fluctuant. On n'a pas tous besoin de la même quantité. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour répondre à ta question, Laura, c'est que le sommeil, en fait, est régulé au travers notamment de deux processus qui sont ce qu'on appelle le processus circadien et le processus homéostasique. Et ce cycle, donc circadien, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lié comment on pourrait dire, à l'alternance de journée, de nuit, etc. C'est notre horloge interne qui va déterminer comment on doit dormir par rapport aux événements extérieurs. Et les processus homéostasiques, c'est comment ça se passe dans notre corps, comment on va gérer notre corps, et qui vont déterminer notamment par rapport à la qualité de sommeil, notamment au sommeil profond qu'on a eu les jours précédents, comment on doit adapter notre sommeil sur les jours à venir ou sur le sommeil à venir. Et c'est ça qui va impacter la qualité de notre sommeil, parce que
on n'a pas tous les mêmes processus homéostasiques en fonction, on n'a pas tous la même gestion. Et donc, c'est ça qui va réguler, c'est ce processus-là qui va réguler la durée, la qualité et l'horaire de sommeil. On va en parler de l'horaire, notamment dans les troubles du sommeil. Et donc, c'est ça, c'est ces trois process qui vont réguler ça. Et ces trois process sont directement liés à ces trois premiers besoins fondamentaux tels qu'on va les gérer. Pourquoi? Parce que ces trois premiers besoins fondamentaux vont impacter à la fois notre physiologie, mais plus que tout aussi vont impacter nos schémas émotionnels et nos schémas de pensée. Et ce sont nos schémas de pensée qui peuvent être un des premiers freins, on va dire, à la prise de sommeil, pour pouvoir libérer ce sommeil et tomber dans ce sommeil. Et notamment, Clément nous en parlera de cette fameuse fenêtre qui peut nous apparaître, et la porte du sommeil. Porte du sommeil. Absolument. Comment est-ce qu'on sait qu'on récupère bien? Comment est-ce qu'on sait intérieurement qu'on a bien récupéré finalement? Oh, il y a plein de vecteurs qui vont faire qu'on va se rendre compte si on a bien récupéré. Déjà, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que beaucoup de gens se lèvent le matin, notamment, et fatigués. Et on va comprendre pourquoi on est fatigué, parce qu'il y a des raisons pour qu'on soit fatigué. On peut dormir. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est que on peut dormir. Il y a des gens qui vont dormir 5 heures, 6 heures, on va dire 6 heures de sommeil en moyenne, et qui vont très bien récupérer. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dormir 9 heures pour pouvoir récupérer. Et il y a une troisième catégorie de personnes. Il y a des gens qui vont dormir 9 heures, 10 heures, 11 heures, mais qui ne récupèrent pas. Et ces gens-là vont être fatigués. Donc, la première chose, c'est qu'on va se rendre compte déjà de la fatigue au réveil. Et vous allez voir qu'elle est liée à certains process, hein, notamment ce qu'on appelle des symptômes de mauvais sommeil. Je vais en reparler, mais que sont le clenching, le bruxisme, le clenching, etc., qui vont générer une énorme fatigue. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est fatigué comme si on avait un... Donc ça, c'est un premier signe. On est d'accord, on pourrait dire, Silver, que quand vous vous réveillez, mettez-nous dans le chat justement, comment est-ce que vous vous réveillez le matin? Essayez de mettre votre conscience là-dessus pour savoir comment est votre attention, comment est-ce que vous êtes réveillé par exemple ce matin. Mettez-nous juste un petit mot pour nous dire, qu'on puisse avoir nous un petit curseur par rapport à ça, de savoir comment est-ce que dans quel état vous êtes. Et je pense que ça, c'est un premier signe. C'est vraiment de se dire, ok, comment je me réveille le matin? Dans quel état je suis? Allez, entre 1 et 10 par exemple, un curseur entre 1 et 10, à combien je suis sur mon sommeil. Donc, ça, c'est le premier vecteur. Ouais, alors attendez, Monique nous dit en forme, reposée, fatiguée. Pas mal de fatigue. Ok. Après, il y a des histoires de chat. Je me réveille fatiguée depuis longtemps. Isabelle nous dit ça. Pas zen. Ok. Pas très zen, fatiguée. Irritable. Joyeux. Ça, super. Ça, c'est top. Ce matin en forme. Bah oui. Je me sens en forme à 10. Ok. Jacques nous dit 7. Déprimé. Ok. Une petite réaction par rapport à ça. Alors, oui. On remarque tout de suite que les gens ne parlent pas que de... Il y a ceux qui sont fatigués. Mais il y a aussi d'autres choses qui apparaissent dans le chat. Ce sont les vecteurs émotionnels. Je suis déprimé, je suis pas zen, je suis anxieux, etc., etc., qui sont que des vecteurs émotionnels. Et il y a une autre chose qui apparaît aussi, c'est les douleurs. Les gens qui se lèvent le matin, ça on observe très souvent, avec des douleurs. Vous savez, les gens qui se lèvent le matin et quand ils se lèvent et qui font les premiers pas pour sortir du lit, alors que le seul moment de la journée où on devrait avoir mal nulle part, c'est le matin. Les gens qui se lèvent le matin et qui ont des douleurs dans les chevilles, etc. Et il leur faut faire 10, 15 pas pour que les douleurs puissent commencer à s'estomper. Ces ankyloses, on va dire, entre guillemets, matinales. Ça, c'est symptomatologique aussi, hein, d'un problème, on va dire, d'un problème, entre guillemets, d'une mauvaise récupération pendant le sommeil, qui sont très liés souvent à des états toxiniques. Donc, il faut en tenir compte. Donc, c'est plein de vecteurs qui sont à la fois physiques, émotionnels et de fatigue, surtout. Donc, premier signe, c'est ça. Est-ce que vous vous réveillez le matin? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme autres signaux qui pourraient nous aiguiller sur, ok, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que mon sommeil est récupérateur et est un bon sommeil finalement? L'humeur matinale, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu sais, une fois qu'on a enveloppé l'humeur, la fatigue et les douleurs, on a quasiment cerné, on va dire, 99%, enfin 99%, pardon,
de la population. Hein. Alors c'est quelque chose dans lequel il y a un truc très important, c'est que quand on parle des troubles du sommeil, on nous dit, et ça je l'entends régulièrement, on nous dit il y a à peu près 33%, un tiers des Français, du moins en France je parle, qui souffrent de troubles du sommeil. Je suis un petit peu, alors je vais pas dire effaré, mais sceptique quant aux chiffres. Parce que pour moi, en tant que thérapeute et de par mon expérience et mon expertise, je peux dire qu'on est plus sur du 60-66% de la population, presque 2 tiers de la population qui souffre de troubles du sommeil. Pourquoi? Parce que quand on parle des troubles du sommeil, on ne parle que des gens qui ont des troubles tels que les apnées du sommeil, ou les gens qui se réveillent, qui ont du mal à trouver le sommeil, qui se réveillent systématiquement. Vous allez comprendre pourquoi entre 2h et 3h du matin, ou entre 1h et 3h du matin, au moment où le foie se régénère. Tous ces gens qui ont des troubles du sommeil-là sont des gens, ce ne sont qu'une petite partie des troubles du sommeil. On ne parle pas de tous les autres troubles du sommeil qui vont faire que, en fait, presque, on va dire, 70% de la population française souffre de troubles du sommeil. Et c'est presque devenu normal, parce qu'il y a plein d'autres choses qui génèrent. Je prends un exemple en tant qu'ostéopathe, on est très très souvent confronté à ça, mais c'est tout ce qu'on appelle les dysfonctions d'articulation temporomandibulaire, les SADAM. Ici, les gens qui ont des soucis, on va dire, qui sont liés à des phénomènes de serrement de dents. Et c'est toujours lié, toute cette symptomatologie, qui sont toujours liés à ce qu'on appelle le stress inconscient. Et je vais même aller plus loin, c'est que quand on observe, et les gens qui me suivent le savent que je fais très attention à ça, que 98% à peu près de la population, 95% de la population est sur une respiration dite paradoxale, c'est une respiration inversée. Forcément, quand on va dormir, on crée des voies neuronales, et Olivier Madelrieux pourrait très très bien en parler en tant que spécialiste des neurosciences. On crée des voies neuronales, c'est-à-dire des habitudes, notamment des habitudes respiratoires, qui vont venir perdurer pendant le sommeil et vont venir s'ancrer même pendant le sommeil. Les gens me disent, oui, mais quand je dors, je respire bien. Et non, quand tu dors, en fonction des phases dans lesquelles tu es, ton cerveau continue à programmer les mêmes voies neuronales pour respirer toujours de la même façon. Et donc, c'est ce qui va générer une hypoxie, une carence en oxygène. Donc, c'est ce qui va générer un mauvais pompage du foie. C'est ce qui va générer plein de choses qui vont faire que, du coup, on va se retrouver avec des douleurs le matin, avec une fatigue, avec une irritabilité, etc., 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 etc. Donc, c'est assez complexe, on va dire. Et c'est pour ça que j'aimerais parler, dans ce webinaire-là, des différents vecteurs qui vont entraîner la respiration, l'alimentation, notamment les mécanismes alimentaires le soir, un des piliers alimentaires avant d'aller se coucher. L'alimentation est pour moi un des fondements de la gestion du sommeil, sauf que les gens, surtout dans notre monde occidental, on n'en tient pas compte. Quand on connaît l'Asie, l'Afrique, etc., on se rend compte plus de ce qu'est une alimentation équilibrée le soir. Dans notre monde occidental, pas du tout. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience aussi de ça, leur alimentation. On va reparler évidemment de l'alimentation. On a plein de choses à dire. Bon, je sais qu'il y a toujours un horaire précis, mais on va essayer d'être le plus concis et donner le plus d'infos possible. Ça, c'est clair. J'aimerais qu'on revienne sur deux choses. Un, les signes des troubles du sommeil. Tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais bien que les personnes qui nous écoutent se disent, ah, bah, tiens, c'est peut-être là. J'ai peut-être effectivement un trouble du sommeil qui viendrait de ce qui aurait cette origine-là. Et ensuite, je voudrais que tu nous redonnes des informations sur les phases et les cycles du sommeil. Donc, je veux bien qu'on commence sur les signes du trouble du sommeil. Alors, les difficultés à s'endormir. Ok. Le mental, ne pas respecter, enfin, quand on respecte pas cette fameuse porte, ne pas réussir, en fait, à se poser et se sentir oppressé, les oppressions, on va dire. Ça, on rentre déjà dans des schémas de... les signes qui vont tous les process inflammatoires douloureux qui sont une symptomatologie aussi d'un déséquilibre de récupération et d'adaptation. Chose très importante aussi, on va en reparler, les réveils nocturnes, c'est-à-dire que les gens qui se réveillent systématiquement à une certaine tranche horaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. C'est pas anodin. Il y a une réelle raison à ça. On se réveille pas tout le temps à la même heure par hasard.
Et il y a c'est un réel, ça veut dire on est dans un problème au niveau de ces cycles de sommeil, et notamment du respect de ces cycles de sommeil profond récupérateur. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de petites choses qui mises bout à bout vont faire que, et pour moi, encore une fois, le premier signe, mais alors le plus fondamental, c'est comment dire, la fatigue le matin. Ouais. Ça, on a bien compris. Tout sommeil qui est perturbé. Il faut savoir que notre sommeil, en fait, il évalue, enfin, quand on dort avec des phases. On le sait, on a des cycles. Le sommeil, notre sommeil, c'est approximativement X cycles, 5 cycles par exemple, de 60 à 120 minutes en moyenne, c'est-à-dire 90 minutes en moyenne. Et on dort sur ces cycles-là, à peu près 5 cycles de 90 minutes. Ces cycles sont créés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a au départ, il y a 3 phases dans notre sommeil. Il y a un sommeil profond, qui est un sommeil lent, je veux dire, qui est un sommeil lent superficiel et lent profond. Et puis après, il y a un sommeil paradoxal. Quand on tombe dans le sommeil, d'abord on traverse une phase de sommeil lent superficiel, puis lent profond, et après on a des pics de sommeil paradoxaux qui durent quelques minutes. C'est en général pendant ces sommeils paradoxaux que on va avoir nos rêves. C'est là où on a les mouvements oculaires, etc. Et pendant le sommeil profond, c'est là où notre métabolisme est le plus bas, vraiment quasiment au repos total, c'est notre sommeil de récupération. Et ce sont ces phases de sommeil profond qui sont, entre autres, générées, j'en parlerai notamment par notre sécrétion de mélatonine, qui font que on récupère et qu'on dort bien. Or, ces phases-là, avec l'âge, elles ont tendance à diminuer, le taux de mélatonine chute. Et dans une phase, chez quelqu'un qui a un sommeil équilibré, dans ces premières phases, dans la première partie de la nuit, on a des phases de sommeil profond qui sont systématiques et qui sont récurrentes avec ces sommeils paradoxaux. Et puis, dès qu'on atteint une deuxième partie de la nuit, on se retrouve avec des phases de sommeil profond qui vont petit à petit disparaître et qui vont laisser place à un sommeil, on va dire, lent mais superficiel. Avec toujours, et de plus en plus, on va dire, de sommeil paradoxaux. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de sommeil récupérateur. Donc, la récupération, elle se fait vraiment sur, on va dire, les 3-4 premières heures de notre nuit. 5 heures, les 5 premières heures de notre nuit. Et après, c'est des sommeils qui vont venir être perturbés. Et on peut, au travers notamment de notre mélatonine, jouer là-dessus, notamment sur l'alimentation. On en parlera, les aliments qui vont nous aider à produire de la mélatonine. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Les aliments riches en tryptophane, on doit absolument en consommer pour venir sécréter cette mélatonine. Et le problème, c'est que plus ça va, en fonction de notre capacité d'adaptation et surtout en fonction de la façon dont on a géré, on est dans des sommeils de plus en plus superficiels et de plus en plus paradoxaux. On a de moins en moins de sommeil profond et donc du coup, le corps n'arrive plus à s'adapter. Le corps n'arrive plus à compenser, on va dire, toutes ces contraintes, qu'elles soient émotionnelles, physiques, mécaniques, etc. Et sachez que on peut même avoir des contraintes physiques, mécaniques pendant le sommeil, pendant la nuit. Quand, en tant qu'ostéopathe, j'entends les gens me dire je dors mal parce que mon lit est trop mou ou mon lit est trop dur, j'ai pas beaucoup de cheveux, ouais, mais ça veut dire que c'est une aberration pour toi, c'est ça? Ah oui, c'est une aberration parce que la qualité du sommeil n'est pas du tout pour moi liée à notre environnement et à notre lit, à notre literie. Donc la qualité du sommeil est liée à ces 3 phases, on a bien compris. Absolument. Qui en tout s'étale sur une durée de 5 heures. Ouais, vas-y Clément. Il y a une chose qui est très intéressante aussi sur les études scientifiques sur le sommeil paradoxal, qui montre que c'est aussi une période dans la nuit où on va faire des associations. Et en fait, c'est là qu'on va également développer notre créativité. Donc en fait, faut pas hésiter quand on cherche des solutions un petit peu novatrices, qu'on a des difficultés à résoudre, notamment au boulot. Eh bien, si on se permet de dormir un petit peu plus tard dans la matinée, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir rêver davantage et avoir cette lumière, cette énergie qui va nous permettre de trouver la solution. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi nos adolescents peuvent être plus créatifs que nous également, parce qu'ils vont avoir tendance naturellement, physiologiquement, à avoir un rythme du sommeil généralement décalé de 2 heures par rapport à des adultes. Donc ils vont se coucher plus tard et vouloir se réveiller plus tard. Et ça va forcément jouer sur leur sommeil paradoxal et leur créativité.
Absolument. D'où l'important pour nous autres, enfin pour nous qui ne sommes plus donc des adolescents, de un petit peu dans l'âme, de ne pas se mettre la contrainte le matin de se lever. Moi, je connais beaucoup de gens, ils se lèvent le matin, dès qu'ils sont réveillés, poum, ils sortent du lit, etc. Ils aiment pas traîner. Et je dis toujours aux gens, laissez-vous traîner dans le lit, laissez-vous retomber dans des phases de sommeil, laissez-vous aller, réveillez-vous progressivement parce que c'est tellement important, ce sommeil. Quitte à mettre son réveil plus tôt alors, parce qu'il y a des contraintes d'école, il y a des contraintes pour les parents, il y a des contraintes pour le job, il y a des contraintes. On peut essayer progressivement en allant vers une hygiène de vie plus joyeuse, de limiter tout ça, mais il se trouve que quand même ces contraintes-là. Bien sûr, non, mais on peut aussi sur des périodes de semaine avec les contraintes hebdomadaires mettre son réveil, mais pas se réveiller 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, comme j'en connais certains, mais surtout profiter et arrêter de faire le week-end comme on fait en semaine. Or, il y a tellement de gens qui se lèvent tous les matins à 6 heures et le week-end qui continuent à se lever à 6 heures systématiquement parce qu'ils sont habitués. Il y a une habitude qui se crée. Ah oui, c'est la voie neuronale. Mais les habitudes, comme toute habitude, on peut en changer. Il suffit juste de le vouloir et d'être dans la conscience de cette habitude-là. Et pour pouvoir changer cette habitude, notamment le week-end, il faut en prendre conscience et comprendre pourquoi il faut le faire. On peut pas changer quelque chose que l'on ignore et quand on n'y met pas un sens. Donc il faut comprendre le sens de l'importance de ce sommeil, du moins de ce semi-sommeil, quand on est notamment sur les week-ends où on peut en profiter. J'ai adoré tout ce que tu nous as dit sur les phases, sur les cycles de sommeil. Tu as utilisé quand même la durée de 5 heures. Ça veut dire que quand on dort moins que 5 heures, ça peut arriver, j'imagine, à certaines personnes qui sont dans le chat, qui dorment 2, 3 heures, 3 heures par nuit, 4 heures par nuit. Ça veut dire quoi? Que finalement, il n'y a aucune récupération possible? Il n'y a pas de récupération. C'est pas qu'il y a aucune récupération, c'est qu'il y a une fatigabilité, une irritabilité, une inflammation au niveau cellulaire. J'en parlerai, je peux en parler tout de suite même. Oui. Au niveau de notre cortisolémie, le taux de cortisol qu'on a dans le sang, et qui est lié à plein de choses, qui est lié à nos schémas émotionnels, qui est lié à nos peurs, qui est lié à nos angoisses, qui est lié à notre alimentation, beaucoup à notre respiration, la fameuse respiration paradoxale, et qui vont venir créer cette hypercortisolémie qui va venir créer donc des process inflammatoires, etc. On le sait au jour d'aujourd'hui au travers des études. J'ai pris quelques chiffres quand même parce que on peut pas se rappeler tout, mais j'ai pris quelques chiffres que je suis allé grignoter sur des sites, on va dire, médicaux. Il faut juste savoir avant que tu nous donnes ça, c'est quoi la respiration paradoxale? Parce que oui, la respiration qu'on soit bien d'accord. Et après, tu nous donnes bien, évidemment, tous tes chiffres. Beaucoup de gens me disent, moi, je sais très, très bien respirer. Ça fait 15 ans que je fais du yoga, 20 ans que je fais du chant, du théâtre, etc., la prise de parole, tout ça. On m'a appris à gérer la respiration avec le ventre, la respiration abdominale ou abdomino-diaphragmatique. Et j'explique, attention, il y a une grande différence entre savoir respirer en conscience dans l'activité de notre art et être programmé pour bien respirer. Et il y a beaucoup de gens qui savent respirer et qui le font très bien quand ils pratiquent le chant, le théâtre, enfin bref, la prise de parole, etc. Ils le font très très bien. Mais on ne se rend pas compte qu'on est programmé pour plus de 95% d'entre nous à avoir une respiration dite paradoxale, c'est-à-dire une respiration inversée avec un spasme diaphragmatique et avec une amplitude qui est restreinte au niveau diaphragmatique et un spasme diaphragmatique qui va venir appuyer sur une glande qui est en fait que sont les corticosurrénales qui sont posées sur notre rein. Et donc la respiration paradoxale, c'est une respiration avec un spasme diaphragmatique qui fait qu'on va compenser en montant avec la cage thoracique. Ce qui explique que très souvent, de par cette baisse d'amplitude respiratoire, les gens qui dorment, on retrouvera très souvent des gens qui, pendant leur sommeil, à un moment ou un autre, vont aller chercher une grande inspiration. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent au fur et à mesure de leur cycle respiratoire pendant leur sommeil en carence, en hypoxie relative, en carence en oxygène. Et à un moment donné, le corps a besoin de cet oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le chercher au travers d'une grande inspiration. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur cette respiration avec spasme diaphragmatique qui va venir, donc je reviens à mon cortisol, qui va venir appuyer sur mes corticosurrénales. Et dès qu'on a un stimuli mécanique sur nos corticosurrénales, inéluctablement, on a très rapidement derrière un pic, une montée, on va dire, de notre sécrétion
au niveau des corticosurrénales avec une montée, on va dire, de notre cortisolémie. Et donc, la conséquence sur le sommeil, c'est quoi? La conséquence sur le sommeil, c'est un stress émotionnel qui va venir modifier, donc perturber nos pensées au moment où on va aller se coucher, parce qu'on va être plutôt sur des pensées négatives. On le sait, 60 000 pensées par jour, 95%, enfin 95% en mode automatique, qui sont les mêmes récurrentes par rapport à la veille, entre 60 et 80% de pensées qui sont négatives, liées à nos mécanismes de communication, à notre éducation, on va dire, notre formatage, comme dit Don Miguel Ruiz, etc., etc. Et l'hypercortisolémie va venir encore aggraver tout ça et va venir impacter ces schémas émotionnels et donc vont venir impacter nos mécanismes de pensée, notamment avant d'aller nous coucher, sans parler de la pression et des process inflammatoires cellulaires. Et je dis toujours on est une orange. Hein. Quand on presse une orange, il sort que du jus d'orange. Si on nous met sous pression et qu'il sort du stress de nous, par une pression, on va dire émotionnelle, par exemple, ou par une pression posturale quand on est sur un lit trop mou ou un oreiller trop gros, ou un ventilateur qui vient et qui nous tape directement sur le dos, et que on se lève le matin avec mal au dos, mal au cervical, etc., avec un sommeil qui a été perturbé, c'est pas la faute ni du matelas, ni de l'oreiller, ni du ventilateur. C'est juste la faute de notre hypercortisolémie. Pourquoi? Parce que dès qu'on nous met sous pression un ventilateur, un matelas qui est pas bien ou un oreiller qui est trop gros, et ben notre corps, comme l'orange, dès qu'on va le mettre sous pression, ça va ressortir et ces inflammations vont ressortir d'une façon ou d'une autre. Notre corps va l'exprimer et va le verbaliser. Et donc, on doit en prendre conscience. Donc, la qualité du sommeil, et notamment dès qu'on est en deçà de 5 heures de sommeil, des études ont été faites qui ont mis en évidence que dès qu'on est en deçà, ben on augmente des risques de pathologie, notamment les risques de diabète de type 2, on les augmente de 28%. Alors, je suis désolé de le dire et peut-être inquiété, mais si on veut limiter ce genre de risque, il faut donc travailler sur le fond, la forme et sur sa capacité d'adaptation. C'est ce que tu fais là. Clément, tu voulais nous dire quelque chose sur ton vélo là, pour un équilibre. En effet, Laura, là, tu soulèves une question très intéressante, Silver, qui est par rapport à l'endormissement, l'importance de l'état d'esprit, l'importance de s'endormir sur des images positives. Ça, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, de toujours faire attention. Dès 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller me coucher, d'essayer de penser au maximum à des choses positives. Et je sais que si j'ai réussi, au moment où j'arrive dans mon lit, en 5, 10, 15 minutes, je vais très facilement trouver le sommeil parce que justement, j'ai éloigné ce stress et cette anxiété. Et si on ressasse plein de problèmes, on augmente le niveau de cortisol et effectivement, on n'arrive pas à trouver le sommeil et c'est tout à fait mécanique. Donc, il faut bien penser à relaxer son cerveau, j'ai envie de dire, à avoir des images positives à l'esprit avant d'aller se coucher. C'est vraiment un formidable moteur pour saisir les portes du sommeil et s'endormir facilement. D'autant, et je suis sûr que tu le fais, Clément, l'importance de la respiration. Dès qu'on est centré sur sa respiration, notamment avant d'aller se coucher, alors là, c'est conseil par rapport à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont vraiment du mal. On va en parler de l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a la respiration. Et pourquoi la respiration est si importante dans la gestion du sommeil? Parce que dès qu'on se met à respirer, et vous le savez, et Laura, tu le sais, Clément le sait, et beaucoup de gens le savent, dès qu'on se remet sur sa respiration et qu'on se centre sur sa respiration, type cohérence cardiaque ou peu importe, on va immédiatement se remettre dans le moment présent. Donc, dès qu'on va le faire, on va focaliser notre focus sur le temps. Or, notre cerveau a une particularité en tant qu'humain, c'est qu'il priorise. Il ne sait pas mettre le focus sur plusieurs choses en même temps. Sauf Clément. Il arrive très très bien, mais c'est un extraterrestre. C'est un champion. Ah ouais. Cela dit, on l'est tous, hein, mais pas champion du monde, mais champion dans notre quotidien. Absolument, on est tous des super-héros en puissance. Et donc, dès qu'on va, donc je disais ça pourquoi? Parce que dès qu'on va se remettre sur sa respiration, on va se remettre dans le moment présent. Et on le sait, le stress n'a d'emprise sur nous que lorsque l'on pense au passé, au futur ou aux autres. Et dès qu'on est dans le moment présent, on ne pense plus ni au passé, ni au futur, ni aux autres. Et à partir de là, notre taux de stress, de cortisol, etc. va immédiatement chuter et ça va impacter forcément les pensées qui vont venir nous accompagner. Donc,
moi, je sais que très souvent, je donne à mes patients, je les fais respirer très souvent. Et je leur explique la méthodologie, on va dire, pour reprogrammer, notamment au moment du sommeil, pour aller se coucher. Et quand je les revois. Tu pourrais nous donner cet exercice-là, rapidement? On va le faire. Ouais, ça serait bien. Moi, j'aime bien qu'ils repartent avec plein de petits avec les outils. Dès qu'ils le font, je les renvoie 2 jours ou 3 jours après, je leur dis alors, c'était comment la respiration? Ils me disent, oh, comme ça. Mais alors, par contre, je sais pas si j'ai pu tenir les 18 cycles parce que je me suis endormi avant. Donc, ça prouve que vraiment, ça a un impact très, très, très important. Il y a une grande majorité des gens qui s'endorment avant. Alors, comment on travaille sur cette respiration? Très simplement, on essaie on met le focus sur sa respiration. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Mais on le sait, mais toujours bien de le répéter. On ne le fait pas. Et c'est ça le problème. On a conscience qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas. Et il faut impérativement le faire. Je me mets dans mon lit. Les exercices de travail en cohérence cardiaque, on dit toujours qu'il faut le faire assis. Pourquoi? Pour rester en éveil et centré sur sa respiration. Là, je vais prendre le contre-pied total. On parle de trouble du sommeil. Donc, il faut le faire couché. Couché sur son lit avec un bon oreiller, bien confortable, sur le dos avec les jambes légèrement encrochées, c'est-à-dire les jambes légèrement repliées, éventuellement un petit coussin sous les genoux. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait d'avoir les jambes repliées vont relâcher la sangle abdominale, notamment les grands droits et le transverse aussi, par la même. Et donc, je suis dans cette position, j'ai mes 2 mains posées sur mon ventre, pas les doigts croisés. Parce que les doigts croisés, c'est pas un geste naturel. Les mains juste posées comme ça. J'ai les mains posées sur mon ventre, je ferme mes yeux et je vais focaliser. Hop, je me mets comme ça. Voilà. J'ai les mains sur mon ventre et je vais focaliser toute mon attention sur mon ventre. Donc, je suis couché sur le dos. Et de mon petit ballon, mon petit ballon abdominal, qui peut être une balle de tennis ou peu importe, ou un ballon de plage, et que je vais gonfler et dégonfler. Quand on fait rentrer l'air. Tout ça par le nez, hein? On est d'accord? Alors, au départ, toujours, normalement, je vais donner un petit truc, parce que beaucoup de gens ont du mal à inspirer, souffler par le nez, notamment de la façon dont je vais le faire. Parce que vous allez voir qu'il faut, on va dire, doser non pas l'inspiration, mais doser l'expiration. C'est sur l'expiration que tout notre système musculo-tendineux, musculo-facial se détend. C'est sur l'expiration que le rythme cardiaque diminue. C'est sur l'expiration que le diaphragme se détend, etc., etc. C'est sur cette régulation et sur cette expiration que notre système neuro-végétatif, qui est le système nerveux indépendant de notre volonté, va se réguler. Donc, je vais insister sur l'expiration, contrairement à la cohérence cardiaque qui est égale 5-5. Et je vais donc focaliser pour pouvoir doser et fluctuer, on va dire, mon expiration. Au départ, beaucoup de gens ont du mal à le faire qu'avec le nez. Bien sûr, quand on peut le faire après qu'avec le nez, il faut le faire qu'avec le nez. Inspire, expire avec le nez. Mais au départ, pour ceux qui ont du mal, c'est inspire avec le nez et souffle avec la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche permet de pouvoir pincer les lèvres pour doser le flux, on va dire, expiratoire, pour tenir 6 à 7 secondes. Donc, j'ai les mains posées sur mon ventre, les yeux fermés, bien sûr, pour me centrer sur ma respiration, et j'inspire avec mon nez, et j'expire avec la bouche en pinçant. Et je reproduis pendant 10 secondes. Je compte dans ma tête et je mets le focus sur le temps. 1 et 2 et 3 jusqu'à 10. L'inspiration sur 3 secondes. L'expiration, parce que c'est ça qui va tendre, c'est ça qui va dynamiser. L'expiration qui va relâcher sur 7 secondes. D'accord. Et je reste sur ce flux-là 3 secondes, 7 secondes. Je n'en change rien. Je ne respire pas sur 9 secondes, je ne respire pas sur 14 secondes. Je le fais sur 10 secondes. Focus 10 secondes. Ça va obliger mes pensées à se remettre sur le moment présent. Focus sur ma respiration. Tout le stress va baisser. Tout mon système va se relâcher. Et quand je le fais en formation, et je le fais systématiquement en formation, je le fais 1 minute et demie en formation. Dès que je le fais en formation, j'ai quasiment tous les stagiaires, quand je leur dis rouvrez les yeux,
ils ouvrent les yeux, ils ont les yeux rouges, ils sont les yeux injectés. On a l'impression qu'ils se réveillent d'une sieste de 20 minutes. En fait, donc, ça calme tout le système. Et donc, ça permet de pouvoir trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Ok. Clément, tout se passe bien pour toi? Tout se passe bien. Est-ce que tu veux pas J'ai besoin de me repositionner. Je vais me remettre devant. Je suis plus stable. Comme pendant ce record du monde. Mais oui, c'est pour ça que je t'interroge là-dessus par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, on était dans la respiration, le calme. J'imagine que la respiration fait partie aussi des outils que tu utilises. Oui, effectivement, pour s'endormir, c'est un bon moyen quand on n'est pas face à une porte, Ouais. que l'endormissement n'est pas facile. Effectivement, ralentir la circulation, c'est un super moyen de s'endormir. Il y a des militaires qui ont travaillé sur ça, et ils se sont rendus compte que pour s'endormir de manière éclair, la respiration est un outil extrêmement puissant. Et donc j'essaie d'y faire très attention. Bon, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce que tu nous as dit, vraiment ce que tu nous as dit tout à l'heure, à savoir les réveils nocturnes, parce que ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Parfois, on se réveille à 3h, 4h du matin ou 5h du matin, et de manière systématique. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme indication là-dessus et comme éclairage pour déjà mettre une attention dessus et peut-être faire en sorte que tout ça se limite progressivement? On peut limiter, on a une action absolument énorme, colossale contre ça, sauf qu'on n'en a pas conscience. Encore une fois, je le redis, ce que tu as dit tout à l'heure, on est des super-héros, on est des champions du monde en puissance, sauf que on n'en a pas. Notre problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et on a un outil très simple. Il faut savoir, moi, je travaille beaucoup sur l'alimentation. Et notamment, parmi tous les piliers alimentaires, il y a un pilier qui est fondamental. Je parle pas bien sûr du pilier, il y en a deux, on va même dire, fondamentaux dans la gestion du sommeil. Le premier, c'est l'index glycémique, travailler sur les index glycémiques. Pourquoi? Parce que dès qu'on va être sur des index glycémiques importants, notamment en fin de journée, on va avoir un pic insulinique très important avec du cortisol à foison, et donc qui va venir impacter et perturber nos mécanismes. Donne-nous des exemples très concrets, des produits, parce que. Alors les aliments, l'index glycémique, c'est quoi? L'index glycémique, c'est la capacité qu'ont les aliments à faire monter notre glycémie. D'accord. Et notre glycémie, je prends un exemple, la carotte cuite. Si je vous disais qu'il vaut mieux manger de la glace au chocolat à calories égales que des carottes cuites. Pourquoi? Parce que l'index glycémique n'est pas du tout le même. L'index glycémique de la carotte cuite est beaucoup plus important. Je prends un exemple pour que vous compreniez. L'index glycémique du sucre, c'est 70, du sucre raffiné. L'index glycémique max, le glucose est à 100 et max c'est 110 avec le maltose. Plus on va monter, dès qu'on va être au-dessus de 50, on va avoir une poussée, dès qu'on mange un index glycémique, on va avoir un pic d'insuline pour pouvoir transformer ça, et on va avoir immédiatement derrière une hypoglycémie qui va être réactive et proportionnelle. Et dès qu'on est en hypoglycémie, nos process de survie, on va dire, reptiliens, vont faire que on va sécréter du cortisol. Pourquoi? Parce que le cortisol va faire remonter cette hypoglycémie. C'est le rôle du cortisol, c'est entre autres, c'est de lutter contre l'hypoglycémie, c'est de faire remonter. Pourquoi? Parce que quand on était attaqué il y a 10 000 ans en arrière par des bêtes avec des grandes dents comme ça, il fallait vite recruter du sucre, on va dire, pour pouvoir courir et monter à l'arbre, parce que sinon on était mort. Donc ça, c'est resté dans nos process, on va dire, de mammifères. Et donc, dès qu'on est en hypoglycémie, on a un pic de cortisol qui fait remonter, qui va venir booster tous les process inflammatoires, qui va venir perturber le sommeil, etc. Ça, c'est le premier vecteur. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme aliment? Par exemple, si vous mangez une patate cuite à la vapeur le soir et que vous la faites cuire à la vapeur avec la peau, la patate, elle aura un index glycémique très faible, à 30. Par contre, si vous mangez la même patate, que vous l'épluchez et qu'ensuite vous la faites cuire à la vapeur, l'index glycémique, il monte à 60. Si vous mangez une carotte crue, l'index glycémique sera à 35. Carotte râpée, carotte en salade, etc. Betterave, pareil, crue, index glycémique très faible. Par contre, si vous faites cuire et que vous mangez une carotte vapeur, par exemple, l'index glycémique de la carotte, c'est 85, c'est-à-dire 15 de plus que le sucre. C'est-à-dire que si vous mangez 100 grammes de carottes cuites, c'est comme si vous mangez, d'un point de vue cortisolémique, c'est comme si vous mangiez 115 grammes de sucre en poudre comme ça à la petite cuillère.
ça a le même impact. On va plus manger du tout de carottes. Bah, du moins, on va voir les carottes sous un angle avec un autre angle de vision. Moi, c'est bien faire et donner ça à mes enfants le soir. Ben non, c'est pas top. Il vaut mieux donner une salade de carottes ou une glace au chocolat, c'est mieux. Ouais. Enfin, ça, ils vont préférer, ça, c'est sûr. Ils vont bien m'aimer, tes Par enfants. exemple, ça, c'est clair. Mais par exemple, tu vas dîner quoi, toi, ce soir? Parce que moi, j'aime bien avoir des exemples concrets. Tu sais bien, j'aime bien que tout le monde reparte avec des, qu'est-ce que tu vas, ton menu idéal du soir, c'est quoi pour bien dormir? Pour bien dormir, je vais avoir un aliment des aliments faits à index glycémique. C'est-à-dire que j'évite les choses qui poussent le cortisol, ça c'est clair. D'accord. Et par contre, il y a une chose très importante, c'est le 5e pilier de l'alimentation. Et pour moi, c'est le plus important et c'est ça que je vais respecter moi ce soir, ce qui me permet de pouvoir manger même tardivement, sans impacter ma qualité de sommeil. Là, par exemple, tu m'as posé la question tout à l'heure, je n'ai pas encore dîné ce soir parce que je me suis déplacé pour venir à l'hôtel, parce que j'ai une intervention demain chez un client et je suis arrivé tardivement. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de manger. Mais ceci dit, je me suis préparé à manger, je vais manger après le webinaire. Mais je vais manger une alimentation qui est faite de telle façon que je sais qu'elle ne perturbera pas mon index, mon pilier alimentaire et donc mon sommeil derrière. Pourquoi? Parce que je vais digérer très rapidement. Je vais t'expliquer, en fait, comment il faut faire et je vais expliquer à tout le monde comment il faut faire. C'est le 5e pilier, c'est la loi des dissociations alimentaires. Il faut savoir qu'il y a des aliments, pour être digérés, qui nécessitent d'être dans un milieu acide. Je prends l'exemple. Les protéines. Toutes les protéines, notamment les protéines animales, pour pouvoir les digérer, il faut qu'elles soient dans un environnement très acide. Pas pour rien que notre estomac à nous, il est à 3,5, alors que l'estomac des animaux carnivores est à 1 en pH, au niveau de son pH, c'est-à-dire de son taux d'acidité. Très acide le milieu pour pouvoir digérer des protéines animales. Pour pouvoir digérer par contre des céréales, qui est la base de notre alimentation, et les deux sont la base de notre alimentation. Et vous allez comprendre le problème, notamment le soir. Pour pouvoir digérer des céréales, il faut être dans un milieu alcalin, c'est-à-dire à l'inverse de l'acidité. Or, notre corps ne peut pas être à la fois acide et alcalin. Les deux sont antagonistes. Résultat, quand on mange les deux associés à midi, il n'y a pas de problème. Mais quand on mange les deux associés, par exemple le soir à 19h, 19h30, style, je prends des exemples, du riz avec du poisson, des pâtes avec de la viande, du poulet avec des frites ou avec du riz, peu importe, un sandwich, jambon, fromage, pain, une pizza, enfin bref, vous m'avez compris tout ce qu'on mange tout le temps, hein. Un McDo, etc., etc. Dès qu'on mange comme ça le soir, dès qu'on associe les deux, mon corps ne peut pas être à la fois acide et alcalin. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est en contradiction. Eh oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va digérer. Mais au lieu de digérer en 4 heures de temps, on va digérer en 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps. Et on va aller se coucher. Et là, notre corps, on va aller se coucher, on va s'endormir. Enfin, du moins, on va essayer de s'endormir si on arrive à faire taire nos pensées en se centrant sur la respiration, etc. On va aller se coucher. Mais en problème, c'est qu'en allant se coucher, notre système digestif, lui, il continue à travailler. Et on va passer toute une nuit à dormir ou pas. Et on va se réveiller le matin. Déjà, première chose, on va être crevé. On va être fatigué. On va être comme si on n'avait pas dormi. Pourquoi? Parce que le système digestif, comme si on avait couru un marathon, parce que lui, il continue à travailler. Mais surtout, le plus important, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, les phases de sommeil, lent, superficiel, lent, profond, paradoxal. Et que ça change au fur et à mesure de l'avancée du sommeil, et aussi en fonction de nos taux de mélatonine, et je vais parler des aliments riches qui vont stimuler la sécrétion de mélatonine. Dès qu'on avance dans la nuit, et que mon système digestif est toujours en train de travailler, j'ai du mal à rentrer dans les sommeils profonds. C'est-à-dire que je vais rester sur des sommeils plutôt légers, superficiels, enfin lents mais superficiels, légers et paradoxaux. Et la phase de sommeil profond va être pénalisée. Et dès que je vais je prends l'exemple, 1h, 3h du matin, dès que je vais arriver dans cette phase 1h, 3h du matin, qui va être la période de la nuit où les cellules de mon foie vont se régénérer. Vous savez que nos cellules se régénèrent pour certaines quasiment quotidiennement. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais le foie, par exemple, c'est quotidien. C'est tous les jours, entre 1h et 3h du matin, que les cellules se régénèrent. Et dès que je vais arriver sur cette période-là et que je suis sur ces phases, on va dire, paradoxales ou légères, enfin superficielles, inéluctablement, poum, je vais avoir les yeux qui vont s'ouvrir. Pour peu que j'ai dans mon cerveau une association d'un stress inconscient, peu importe qu'il y ait un événement, et qu'une habitude de me réveiller, et que en plus je suis dans cette phase superficielle, je vais réveiller. Et dès que je me réveille, les 60 000 pensées reviennent. C'est le galop incessant de ces pensées.
à 80% négatifs qui vont faire que du coup je vais avoir du mal à retrouver. Non pas, c'est pas les pensées qui me réveillent, parce que les pensées c'est notre mental. Notre mental quand on dort, il est inexistant, il ne travaille pas. C'est juste notre subconscient qui travaille, qui lui travaille sans cesse. Mais dès qu'on va rouvrir les yeux, le mental revient. Poum. Donc, et là, 3 heures du matin, on a compris à quoi ce que ça signifiait, pardon, de 3 à 5 heures. Les personnes qui se réveillent, par exemple, de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Est-ce qu'il y a une signification profonde par rapport à ça? C'est toujours pareil, c'est toujours lié à des organes. C'est toujours lié à des organes. Après, bon, il y a le foie, mais il y a il y a le poumon, il y a l'estomac, etc. C'est des phases. Hein. Ça, il faut regarder. Donc, là aussi, c'est repérer si vous vous réveillez de 1 heure, 3 heures et essayer du coup d'améliorer déjà votre repas du soir. Il y a une femme qui nous demande, pardon, j'ai oublié le nom, mais il y a tellement de questions. On va revenir sur vos questions après. Qui nous disait, donnez-nous un repas type, ce que je t'avais posé comme question. Est-ce que tu peux juste nous dire, mais très comme ça, une entrée, un plat, un dessert? Ah ouais. Alors une entrée, déjà je suis pas entrée plat dessert, donc le problème il est vite résolu. C'est un plat unique. D'accord, déjà. Le soir, enfin moi, alors je suis partisan. Moi, je suis partisan. Déjà, je suis partisan concrètement. Je suis partisan. Vous savez, je sais plus qui disait, il faut se lever, manger comme un prince, manger comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Le repas du soir doit être très léger. Et ça, c'est une phrase qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Je me rappelle plus quel sage le disait. Je suis partisan, moi, par exemple, du jeûne intermittent, c'est-à-dire dans la mesure du possible, de temps en temps. Faire des jeûnes le soir, c'est-à-dire ne pas manger le soir pour mettre le corps au repos. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout le temps. Donc, quand je le fais pas, moi, je dis à mes patients et je dis à mes stagiaires quand je suis en formation, on peut pas tout le temps contrôler ces repas et éviter l'association protéines, parce que sinon, si on commence à faire ça, et je le dis pour tout le monde, hein, si on commence à plus manger de viande associée aux céréales, etc., on devient un ayatollah de l'alimentation. Un extrémiste, on n'est plus jamais invité par personne, on va plus manger nulle part parce qu'il y a personne qui veut de nous, hein, trop chiant, il mange pas ça, on l'invite plus. Et donc on finit tout seul à regarder des séries, à regarder Netflix et à manger des graines. Et déjà quand tu manges qu'un seul plat. Hein. Et on pleure. Donc, je sais pas si je vais t'inviter chez moi. Hein. Non, mais évitez de faire ça pour pas vous couper de tout le monde et de toute vie sociale. Par contre, une chose que tout le monde peut faire, et moi c'est ce que je fais, c'est quand je suis avec mes amis, quand je suis en famille, etc., je vais me faire un poulet curry avec du riz, je mange un poulet curry avec du riz. Par contre, j'essaye de respecter au moins 3 ou 4 soirs dans la semaine, et quand je suis en déplacement comme ça, je le fais, de ne pas manger de protéines animales le soir. Point barre. C'est-à-dire que je ne mange aucune protéine animale. Mon conseil, c'est au moins 4 soirs dans la semaine, ne manger aucune protéine animale le soir. Des céréales si vous voulez. L'idéal, c'est les fruits et des légumes. Pourquoi? Parce qu'ils sont digérés très facilement. Les fruits sont digérés on va dire en 10 minutes. Hein. En 5 minutes, ils passent la barrière de l'estomac, ils arrivent dans l'intestin, ils sont digérés dans l'intestin. Alors que les céréales et les protéines sont digérées dans l'estomac et non pas dans l'intestin, contrairement aux légumes et aux fruits. Donc, il faut vraiment privilégier les légumes et les fruits le soir. Moi, c'est ce que je fais. J'évite de finir avec les fruits. Je mange mes fruits en général. Là, vous voyez, avant le webinaire, je me suis mangé 2 bananes, une clémentine. Pourquoi? Parce que c'est pour me donner de l'énergie, pour pouvoir tenir. Et je mangerai pas mes fruits après mon repas. Par contre, mon repas, c'est une salade. Donc, c'est une salade et il n'y a pas de protéines animales dedans. C'est une salade avec cœur de palmier, avec il y a des haricots, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de protéines dedans. Et surtout, je ne mange avec cette salade, je ne mangerai pas ce soir, hein, je ne mange pas de céréales. C'est-à-dire pas de pain, pas de biscottes, pas de choses comme ça. Mais ça m'empêche pas de manger du pain. C'est juste ce soir. Mais ça m'empêche pas de manger du pain, que les choses soient claires. Il faut se faire plaisir. Oui. Mais il faut pas se faire plaisir tout le temps. Parce que si on se fait plaisir tous les soirs, tout le temps, on va avoir du mal. Je prends un exemple, un aliment qui vient être un frein parce que ça dégage énormément de gaz hydrogénés dans l'intestin. Ce sont les produits laitiers. Les gens qui mangent beaucoup de produits laitiers, qui mangent des yaourts le soir avant d'aller se coucher, c'est une catastrophe sanitaire pour l'intestin. C'est un génocide au niveau de notre intestin. Il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Il faut en prendre conscience.
toutes ces protéines animales, notamment les protéines laitières, le soir avant d'aller se coucher, catastrophe totale. Le fromage, enfin encore le fromage, un peu moins, notamment les pâtes cuites. Mais tout ce qui est laitage, yaourt, etc. Moi, je connais des gens qui ne font des femmes qui ne font et qui souffrent de troubles du sommeil, qui le soir ne mangent, c'est leur repas du soir, ce sont des yaourts, pensant bien faire. Sauf que les yaourts vont avoir un impact une dégradation en gaz hydrogéné dans l'intestin qui va venir mais bouffer notre intestin, déjà être à l'origine d'une perméabilité intestinale de la paroi intestinale et qui vont venir ensuite derrière détruire notre flore bactérienne. Donc après tous les échanges et tous les nutriments nécessaires à notre équilibre somato-émotionnel, etc., et qui va générer la qualité du sommeil, eh ben si ma flore bactérienne a diminue à cause de ça, je vais avoir beaucoup de mal. Et n'oublions pas que l'intestin, c'est le siège de nos émotions. Hein. C'est l'organe, c'est le second cerveau, pour ne pas dire le premier cerveau. Le siège de nos émotions. Ouais. Pardonne-moi, mais avant de donner la parole aussi un peu à Clément, justement pour voir lui comment il traverse les périodes de fatigue, les périodes aussi, les périodes de sommeil, comment il a géré ça pendant son record du monde. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques petits conseils sur pour favoriser son sommeil? Que faut-il faire? On a compris l'alimentation, mais essayez, on a compris la respiration. Donc ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes. Tout ce que tu nous as dit vis-à-vis des aliments, ça c'est vraiment intéressant. Sur les cycles du sommeil, essayer de bien comprendre ça, mettre sa conscience là-dessus. Est-ce que tu vois d'autres petites choses que tu pourrais nous donner comme précision? Alors oui, il y a des petits, mais ça c'est des petits trucs d'ostéopathe. Ouais, mais c'est bien. Moi j'aime bien ça. Il y a beaucoup de gens qui serrent les dents, et ça c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Ce qu'on appelle, c'est toutes les symptomatologies notamment de troubles du sommeil dont on parle jamais, que sont le crunching, le bruxisme, etc., et qui sont en fait pareil. Hein, ce sont des voies neuronales qui se mettent en place parce que qui sont très souvent liées au stress et notamment qui sont liées à une exacerbation du nerf trijumeau. C'est un nerf crânien qui s'appelle le nerf trijumeau. Qui va gérer, on va dire, tant la sensibilité que l'aspect moteur, on va dire, au niveau de notre mastication. Et c'est lui qui va être à l'origine, cette exacerbation, ce qui crée d'ailleurs des syndromes temporomandibulaires derrière, c'est lui qui va être à l'origine de ces serrements de dents ou de ces grincements de dents. Et pour pouvoir inhiber ça, et pour pouvoir mieux s'endormir avec un relâchement au niveau mandibulaire, on n'est pas obligé d'avoir des gouttières. Parce que beaucoup de gens se disent il faut que je mette une gouttière, c'est un tue-l'amour, c'est pas beau, c'est pas agréable, j'ai l'impression de pas pouvoir respirer, etc. On peut faire quelque chose de très simple, c'est un petit truc d'ostéopathe, c'est ce qu'on appelle les techniques d'inhibition. Les techniques d'inhibition, c'est mesdames, quand vous passez du rouge à lèvres, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez mis du rouge à lèvres? Vous faites ça. Ouais. Vous vous pincez les lèvres. Dès qu'on se pince les lèvres, je vais vous demander maintenant de faire un test. Pincez-vous les lèvres. Et essayez de serrer vos molaires derrière. Impossible. Impossible à faire. Impossible. Mais ouais. Donc, le petit exercice d'inhibition que je vous conseille de faire, c'est régulièrement dans la journée, c'est de faire ce mouvement-là et de l'associer à une couleur. Par exemple, une couleur, celle qu'on va voir le plus souvent à l'extérieur, une couleur bleue, par exemple, parce que du bleu, il y en a partout, du bleu ou du vert. Et chez vous, dans votre maison, mettez-vous des petites pastilles bleues, qui sont des pastilles, on va dire, qui vont être un rappel visuel d'inhibition. Et chaque fois que vous voyez ces pastilles chez vous, vous allez faire ça. C'est-à-dire que vous allez donner l'information à vos muscles de se détendre. Et ensuite, vous mettez, ça c'est très important, dans votre chambre, en face de dans votre axe de vision, vous mettez une feuille bleue. Au départ, c'est pas tout le temps, c'est juste pour reprogrammer des voies neuronales. Et vous mettez une feuille bleue. Et vous allez petit à petit, chaque fois que vous allez rencontrer, que votre regard va rencontrer du bleu, il va avoir le réflexe au départ de faire ça. Et puis après, ce réflexe-là va diminuer. Par contre, l'information motrice, elle va revenir. Elle va toujours être récurrente. Et elle va donner cette information à votre cerveau de détendre, on va dire, toute l'information et les spasmes, on va dire, au niveau du masséter, du temporal, etc., etc. Et dès que votre regard ensuite va croiser cette couleur bleue,
inéluctablement, ça va relâcher les tensions. Donc, vous allez partir dans un relâchement membraneux ici, dans un relâchement, on va dire, musculo-membraneux au niveau de l'articulation temporomandibulaire et des muscles de mastication qui vont venir vous détendre et qui vont détendre de plus toute la région cervicale supérieure, notamment au niveau de la deuxième cervicale, qui est une vertèbre très importante pour nous autres ostéopathes, tant d'un point de vue neurovégétatif que d'un point de vue postural. Donc, c'est très important de faire cet exercice qui est un exercice de neuroprogrammation, on va dire, pour créer de nouvelles voies neuronales de détente avant d'aller se coucher. Ah, ça, j'adore ce genre de petits exercices comme ça. Clément, tu es toujours avec nous. Alors, je rappelle que tu es champion du monde de vélo sur place. Concrètement, tu es resté un certain nombre d'heures, je dirais 24 heures même, sans poser les pieds par terre. Raconte-nous comment tu as traversé tout ça et comment, quand tu as eu des moments de fatigue, tu as géré cette fatigue. Ce qui a été très intéressant dans ce record, parce que sur le papier, comme ça, on peut se dire que c'est un record de l'inutile, c'est que ça ne sert strictement à rien de se lancer dans ce genre de défi où j'ai tenu donc dans la position de tout à l'heure, assis sur le guidon, avec la roue arrière dans un carré de 10 cm pendant 24 heures et 26 secondes pour le Tour de France en 2019. Et en fait, pendant mes entraînements et pendant le jour J, j'ai découvert énormément de choses sur mon fonctionnement. Et du coup, c'est ça que je vous conseille à vous aujourd'hui, c'est d'essayer de vraiment arriver à comprendre votre sommeil et à noter vos grandes caractéristiques. Par exemple, ce que j'ai remarqué pendant mes entraînements, donc je commençais à chaque fois, en fait, le jour J, je suis parti à 17 heures sur le vélo pour commencer par le plus dur la nuit. Et donc, j'ai terminé le lendemain à 17 heures. Et je savais que si je passais le cap des 9-10 heures du matin après la nuit, c'était quasiment gagné parce que les hormones du réveil allaient me réactiver et j'allais trouver l'énergie pour rejoindre les 24 heures. Maintenant, il fallait que je passe le cap de la nuit. Et en fait, lors de mes entraînements, je me suis rendu compte que je bâillais énormément entre 22 heures et 2 heures. Donc, j'avais plein de portes qui se succédaient les unes après les autres. Et il fallait que je tienne bon. Porte du sommeil, hein. Quand tu portes du sommeil, c'est des portes du sommeil pour bien que les gens comprennent. Voilà, merci. Merci, Voilà, j'avais plein de portes du sommeil qui se succédaient. Donc là, si j'étais parti me coucher quasi instantanément, je pouvais m'endormir. Et en fait, je me suis rendu compte que de 2 heures à 5 heures du matin, j'avais plus aucune porte. C'est-à-dire que je pouvais bâiller 40 fois entre 22 heures et 2 heures et 0 fois entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. Et là, de nouveau, j'avais plein de nouvelles portes qui succédaient de 5 heures à 7 heures et demie à peu près. Et donc, je savais pour le jour J que j'allais avoir des grosses difficultés à gérer à la fois entre 22 heures et 2 heures et le lendemain matin autour de 5 à 7 heures. Et en fait, comment est-ce que j'utilise cette donnée au quotidien? Parfois, je suis extrêmement fatigué, je vais me coucher très tôt. Je vais aller me coucher à 20 heures ou 21 heures. Et en fait, je vais me réveiller extrêmement tôt. Je vais me réveiller vers 3-4 heures du matin. Eh bien, soit je retrouve tout de suite le sommeil, et dans ce cas-là, c'est l'idéal. Mais si je retrouve pas le sommeil, je peux me lever, et je sais que vers 5-6 heures, je vais avoir de nouvelles portes du sommeil qui vont s'ouvrir à moi. Et là, je vais aller me recoucher instantanément. Et en fait, en se connaissant, eh bien, on peut derrière apprivoiser notre fonctionnement et pouvoir optimiser au mieux notre sommeil. Ça veut dire que grâce à cet exercice, pardon, excuse-moi, mais grâce à en fait cet entraînement que tu as eu, tu sais exactement qu'aujourd'hui, entre telle heure et telle heure, tu es fatigué. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire une nuit blanche pour essayer, en tout cas, on doit essayer d'avoir une plage horaire pour se dire entre 23 heures et par exemple minuit, moi je sais que je baille tout le temps. Alors, on connaît les conséquences aujourd'hui d'une nuit blanche, donc je ne vous conseillerais pas de faire de nuit blanche. On met 3 semaines physiologiquement à s'en remettre, donc c'est pas du tout conseillé en dehors d'une performance très particulière. Ouais, en revanche, on peut prendre des notes dans notre quotidien. Si un soir on a une soirée, on va assister à un spectacle. Bon, en ce moment, ça s'y prête peu, mais si on a une organisation qui change, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir remarquer des changements et se rendre compte que, passé 1 heure du matin, eh bien, on a plus trop envie de dormir ou, par exemple. Et donc, on va pouvoir dresser une sorte de portrait type de notre nuit. Et en fait, tout ça se reproduit en permanence. Donc, ça va nous permettre derrière de nous adapter à ce que notre corps nous recommande. Donc ça veut dire que quand tu bailles, là, c'est l'ouverture d'une porte du sommeil. On est d'accord? C'est associé.
c'est pas c'est lié, mais c'est pas aussi simple que ça. Si on baille 3, 4, 5 fois d'affilée, effectivement, on peut potentiellement trouver le sommeil plus facilement. En revanche, parfois, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on baille qu'on va trouver le sommeil très facilement. Alors, quand est-ce qu'on trouve le sommeil facilement pour toi? Quand est-ce que ces portes du sommeil sont vraiment des indicateurs de « allez, il est temps que j'aille au lit » ? C'est quelque chose qui se ressent. C'est vraiment du ressenti. Et en fait, ce que je vais faire, c'est avant de vouloir aller me coucher, c'est de bien faire tout ce que je souhaite faire avant. Par exemple, je vais aller me brosser les dents une demi-heure avant d'aller me coucher. Comme ça, je sais qu'ensuite, si je vais lire ou peu importe, eh bien, au moment où je vais sentir cette porte, je vais pouvoir aller me coucher et dormir instantanément. Et personnellement, j'ai tendance à ne jamais être dans mon lit à part pour dormir. Je vais vraiment focaliser je vais associer pour mon cerveau mon lit au fait que je dorme. Et jamais je lis très 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 rarement dans mon lit. C'est vraiment ça, c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. Comme ça, mon cerveau sait que si je suis au lit, c'est pour m'endormir, et donc forcément, eh bien, il va m'auto-gérer, et ça va me faciliter le sommeil. Tu dors bien? Vous dormez bien tous les deux? Alors, moi, je suis un véritable adolescent, un bébé dans le sommeil. Je dors, mais j'ai un sommeil profond, lent, enfin bref, récupérateur. En même temps, tu as tous les outils pour. Non, mais c'est même pas. Ouais, mais alors la chose la plus importante pour moi, c'est pas tellement les outils que j'utilise pour dormir, parce qu'en fait, mon épouse pourrait dire que elle m'a pas vu beaucoup les utiliser, parce que c'est vrai que je vais pas forcément travailler ma respiration. J'en ai pas besoin. Je me mets dans le lit. Je suis un peu comme Clément, dès que je sens ma phase de sommeil, bon, moi, les cycles circadiens, ils sont très variables d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes portes au même moment. J'ai vu une question à un moment donné, on dort tous, il faut tous dormir au même moment. Enfin bref, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui parlait de ça un petit peu à un moment donné. J'ai vu passer dans le chat. On a des cycles très différents, des cycles circadiens. D'ailleurs, ça fait partie des troubles du sommeil. Il y a des gens qui ont soit ce qu'on appelle les phases, qui ont soit des retards de phase, soit des phases anticipées de sommeil. Il y a des gens qui vont avoir sommeil à 19h, il faut qu'ils aillent se coucher. Et puis il y en a d'autres, ils peuvent pas se coucher avant 23 heures. Donc ces phases, elles sont très variables en fonction des individus. Et moi, je suis à l'écoute de ça. C'est-à-dire dès que j'ai ma phase, je me mets dans le lit, je dors, mais par contre, je dors 9 heures. D'accord. Ah oui. Si j'ai pas le réveil, ah oui, moi je dors 9 heures, sans problème. Un véritable ado, je le dis. Sylvain, j'aimerais qu'on s'arrête sur ta formation en ligne avant de donner la parole au chat, parce qu'il y a pas mal de questions et je voudrais quand même qu'on puisse répondre à ces questions-là. Le programme est sur les clés de la performance sportive, justement. Et c'est pour ça que Clément est là, appliqué au quotidien. L'idée de départ, c'est quoi? C'est finalement, on vit tous une vie, j'ai envie de dire, de haut niveau, et que tu donnes des indications pour être, non pas dans une performance, mais pour aller de mieux en mieux dans cette vie-là? Pour être de mieux en mieux, de plus en plus heureux, vivre une vie épanouie, pleinement épanouie. Il faut savoir que moi, je pars du principe que j'ai pu comparer, je travaille en management, j'ai travaillé avec les sportifs de haut niveau. Pour moi, un être humain, même une mère de famille à la maison, c'est un athlète de haut niveau. Quand on doit se lever, aller faire les courses, s'occuper des enfants, les amener à l'école, préparer à manger, ensuite laver le linge, étendre le linge, faire les courses, revenir, préparer à manger, enfin bref, notre vie à tous, enfin surtout à vous mesdames, très souvent, parce que j'ai ce retour-là, et qu'en plus on travaille à côté. Entre une personne qui vit ça et un footballeur professionnel qui va travailler 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, la personne qui fait le plus d'efforts, le plus de contraintes, c'est pas le footballeur professionnel, certainement pas. C'est la mère au foyer ou la personne active. Donc, il faut comprendre que pour moi, tout individu est un sportif de haut niveau. Et à partir de là, quand j'ai conçu cette formation, je me suis dit, ces clés que j'utilise et qu'on utilise avec les athlètes de haut niveau, elles sont les mêmes pour tout le monde. Je veux dire, ce qui est bon pour un footballeur professionnel ou pour un rugbyman professionnel est bon de la même façon pour monsieur et madame tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a la même physiologie et on vit tous des vies à 100 à l'heure. Et donc, un sportif doit apprendre à récupérer pour pouvoir performer,
Mais une mère de famille doit apprendre, quand elle doit gérer 2, 3, 4 enfants, elle doit apprendre à récupérer pour pouvoir gérer. Quelqu'un qui travaille, qui doit être opérationnel au travail le lendemain, surtout si c'est un métier physique ou un métier intellectuel où il faut qu'il soit actif, il faut qu'il soit performant. Et pour pouvoir récupérer, il y a des clés. Et ces clés, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on a mis en place avec Bibouda cette formation qui est sport et conscience, les clés des grands sportifs dans notre quotidien. C'est une formation qui nous parle de nous sur les différents niveaux, on va dire, le niveau physiologique, neurophysiologique avec l'alimentation, l'hydratation, la génétique, l'épigénétique, et puis après derrière la posturologie, l'impact de la posture. Les gens qui me connaissent savent que je suis un fan de la posture et de l'impact de la posture sur nos schémas émotionnels. Et donc après, d'un point de vue émotionnel, le travail sur nos émotions, sur nos peurs, sur nos croyances, sur nos valeurs, etc., qui sont autant de clés qu'on va utiliser chez un sportif pour le faire performer, mais qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir une vie extraordinaire, douce, agréable, avec le moindre stress possible. Encore une fois, l'important, moi je dis toujours, on n'est pas responsable de ce que l'on vit, des événements extérieurs. Par contre, on est responsable, Par contre, on est responsable d'une chose qui est fondamentale, c'est de la vision que l'on en a et de la façon qu'on a de réagir à ces contraintes extérieures. Et cette capacité-là, c'est tout ça, c'est toutes ces clés qui nous permettent de pouvoir non pas vivre tout de suite des choses différentes, mais du moins réagir différemment à ces choses. Et dès qu'on commence à réagir différemment, nos mécanismes de pensée sont différents, on peut plus facilement, à ce moment-là, impacter la vision que l'on en a. Et à ce moment-là, les événements changent autour de nous. Et non seulement les événements changent. C'est ça que tu nous donnes dans ta formation. Les autres changent aussi autour de nous. Et tout ça, je le donne dans la formation. Tu donnes dans la formation avec une offre spéciale ce soir de 40%. Elle est à 286 € et là, elle passe à 172 parce que vous avez suivi ce webinaire. Donc, plein d'astuces, évidemment. Il y a du sommeil là-dedans. On parle du sommeil dans toute, en filigrane de toute la formation. Il y a un paiement, évidemment, qui est possible en 3 fois. Ça, maintenant, vous le savez. Et c'est valable jusqu'au dimanche 28 mars, minuit. Si vous avez des questions sur ce programme, oui, vas-y. Je crois même, si je me trompe pas, je crois même qu'on peut payer en 3 fois ou en 10 fois. Ouais, de 3 à 10 fois en fait. Ouais, c'est ça. De 3 à 10 fois. Et toutes les questions que vous avez sur ce programme, vous allez recevoir dès demain de toute façon plein d'infos dessus. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et tu y répondras avec grand bonheur. Alors, bien sûr. Ouais. Alors, juste, je vais faire une petite parenthèse sur les questions. Oui, parce qu'après, on pourra plus avoir de questions, hein. On y va. Petite parenthèse, d'un point de vue déontologique, vous comprendrez que je ne peux pas me permettre de répondre à des questions de diagnostic. Je le dis parce qu'il y en a eu déjà. Et la deuxième chose, c'est que je sais que s'il y a beaucoup de questions, tout le monde n'aura pas la réponse à sa question parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Par contre, je m'engage et je le dis et je le fais systématiquement. Les gens qui connaissent savent que je le fais. Je fais ce que je dis ce que je fais. Il y aura de toute manière une vidéo, une capsule vidéo spéciale questions-réponses pour toutes les questions qui seront restées sans réponse. Merci beaucoup de cet engagement, Silver. Et donc, vous n'hésitez pas. Voilà. Je vais essayer de prendre le maximum de questions. Pour prendre le maximum de questions, c'est vrai que je vais te demander de faire des réponses assez courtes, comme ça. Je suis bavard. Je suis passionné, je suis bavard. Donc, mais c'est chouette, mais c'est vrai que j'aimerais bien donner la parole aussi au chat. Ça, c'est chouette. Juste une petite chose, parce qu'on m'a demandé, c'est vrai que j'avais demandé comment tu dormais, mais j'ai pas demandé à Clément. Je lui ai pas redonné la parole. Comment tu dors, Clément? C'est toujours intéressant. Eh bien, également, comme Silver, je dors très très bien, comme un bébé. Je trouve le sommeil globalement très facilement. Et quand je me réveille, j'arrive à trouver un moyen de me rendormir. Je fais très attention la nuit. Si jamais j'ai peur de me réveiller, de moins boire de thé ou d'eau le soir juste avant d'aller me coucher. Et surtout la nuit, je fais très attention à ne pas regarder mon téléphone. Parce que si on a une notification sur Instagram, LinkedIn ou autre, forcément, on va vouloir avoir envie de la regarder et en fait, ça va avoir tendance à nous réveiller. Ça, c'est des grands perturbateurs du sommeil. Et oui, il faut savoir par rapport à ça, c'est la lumière. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, je disais, moi, je dors avec les connexions fermées, donc en mode avion. Téléphone, en mode avion total. Pourquoi? Parce que il faut juste comprendre, la lumière, en fait, va être un inhibiteur de notre sécrétion de mélatonine.
La mélatonine est sécrétée par la tige pituitaire et la lumière va être un inhibiteur. Donc déjà tous les écrans, etc. le soir, Ça, c'est sûr, on ferme. il faut fermer. La lumière bleue, j'en parle même pas. Mais la mélatonine ne se sécrète que dans l'obscurité totale. Dès qu'on a une source de lumière, et un truc auquel les gens ne pensent absolument pas, et c'est pour ça, Clément, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est très important, c'est que des fois, on met le téléphone en mode silencieux. Mais le mode silencieux, c'est pas une question d'onde pour moi. C'est que dès qu'on va avoir une notification, parce que Clément en a parlé, dès qu'on a une notification, il y a une lumière qui s'allume sur le téléphone, et il y a une lumière dans la pièce, immédiatement. Et même si on est dans un sommeil, notre cerveau, il en capte. C'est-à-dire que tout de suite, il enregistre qu'il y a la lumière. Et donc, ça vient perturber, et ça fait partie des gros perturbateurs de notre sommeil. Delphine qui nous pose cette question, les micro-siestes, bonne ou mauvaise idée? Delphine, très bonne idée. Il faut savoir, les micros et les nanosommeils, très utilisés. J'ai eu la grande chance de pouvoir travailler, je vais essayer de faire une réponse courte, je suis désolé. Oui. J'ai eu la grande chance de travailler avec des skippers du Québec Saint-Malo, qui, vous le savez, ils font des traversées en solitaire, des traversées de l'Atlantique en solitaire, et donc forcément, leur sommeil, ils sont très courts. Ils font des récupérations micro-nano-sommeil, et pour pouvoir récupérer, c'est surtout très important d'un point de vue neuro-végétatif, pour réguler le système neuro-végétatif qui est responsable de toute notre vie autonome dans notre corps. C'est le système nerveux indépendant de la volonté. Et c'est très important, d'où l'importance aussi, pour compenser aussi, si on fait pas des micro-siestes, de faire de la respiration en cohérence cardiaque. La respiration que tu nous as indiqué tout à l'heure. Ou de la faire en cohérence cardiaque. Ouais, ok. C'est-à-dire pour rééquilibrer le système neurovégétatif. Gaël qui nous demande si est-ce qu'il faut boire avant de dormir ou bien un certain temps avant de dormir. Alors, je vais répondre, c'est Gaël. Gaël, une des choses qui est un des gros perturbateurs, et Clément en a parlé juste avant, c'est justement d'éviter la consommation de liquide ou des aliments trop riches. Tout à l'heure, je disais les fruits et les légumes, éviter les fruits et légumes. J'ai dit que j'allais manger des bananes. J'ai pas mangé de la pastèque ou du melon, parce que les fruits ou de la pêche, parce que les fruits qui sont très chargés en eau vont avoir un effet diurétique. Et dès que on est dans ce schéma diurétique d'élimination, on va avoir tendance à se réveiller, ce qui va venir perturber notre cycle de sommeil. Donc, il faut éviter de boire. Vous savez, moi je dis toujours, dans la nature, les plantes, la nuit, elles dorment. Donc, l'arrosage des plantes, c'est le matin qu'il faut le faire. C'est jamais avant qu'elles s'endorment. Pourquoi? Parce que sinon, toute l'eau fout le camp dans la nappe phréatique et elle ne sert absolument pas. C'est la raison pour laquelle, on l'a dit au Grenelle de l'environnement, Nicolas Hulot en avait parlé, 95% de l'eau utilisée dans l'agriculture fout le camp dans les nappes phréatiques. Pourquoi? Parce que n'est pas utilisée par la plante. Pourquoi? Parce qu'elle dort. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que nous, l'eau la plus importante, c'est dans la première partie de la journée. Le matin, au réveil, c'est le plus important, et jusqu'à 16 heures. Après 16 heures, pédale douce, il faut baisser la consommation d'eau que l'on boit pour pouvoir éviter justement d'avoir cet effet diurétique nocturne. Ok. Muriel, pour la douche, combien de temps avant le coucher? J'ai entendu dire que la douche chaude n'est pas recommandée pour le corps. Ouais, la douche chaude n'est pas recommandée pour le corps, je le confirme. Elle crée une vasodilatation générale. Elle va stimuler tout ce qui est orthosympathique. Donc douche froide? Ouais, plutôt douche froide, pas glacée, hein. Ça après, peut, hein. Ouais, ça peut. Il y a les, mais on n'est pas obligé de se mettre quand on n'est pas habitué. Quand on s'habitue progressivement à aller vers avec les travails d'arrêt. Ah, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Clément, est-ce que tu m'entends, oui. toi? Oui, très bien. Bon, ben écoute, c'est toi qui vas gérer les questions, hein? En effet. Donc effectivement, les il y a une douches question chaudes, pour toi en plus. Douche chaude ou douche froide? Tu peux répondre si tu à le souhaites. proscrire juste avant de s'endormir. C'est Ouais. pareil que le sport. Il faut pas faire du sport juste avant de s'endormir. Alors après, ça, c'est si vous avez des difficultés pour vous endormir. Ouais. Si vous me dites, j'ai aucune difficulté pour m'endormir, je souhaite prendre une douche chaude, c'est sûr que pour votre corps, c'est pas l'idéal. Mais si derrière, vous avez l'impression que vous avez un sommeil très récupérateur, c'est pas gênant. Ouais. Une question pour toi. La qualité de sommeil peut être un facteur prépondérant entre le haut niveau et la très haute performance? Ah, c'est clair et net que le sommeil joue un rôle central dans nos performances. Il joue également un rôle central. Il y a eu plein d'études sur le sujet, sur les risques de blessures. Et effectivement, on va être plus performant si on a bien dormi. Et par exemple, je vais faire attention.
si j'ai beaucoup de routes ou si j'ai une performance à faire, suivant la nuit que j'aurais passée juste avant, eh bien, je vais tirer un petit peu plus sur la corde ou non. Les jours où j'ai très mal dormi, je vais être beaucoup plus vigilant. Est-ce qu'il faut boire, bon là on a un petit peu répondu tout à l'heure, je bois 1,5 litre d'eau par jour, ça m'empêche de dormir puisque forcément j'ai envie d'aller aux toilettes, des conseils pour ça. T'as répondu. C'est ce que disait Silver juste avant. Exactement. C'est très bien de dormir, de beaucoup s'hydrater en début de journée. En revanche, en fin de journée, les 2-3 heures avant d'aller se coucher, il faut limiter un maximum les apports en liquide si on a tendance à se réveiller la nuit, parce que c'est un gros facteur de réveil. T'es revenu. Oui, je suis désolé. Connexion de l'hôtel a coupé net, plus d'internet. C'est pas grave, regarde, on était là, on a repris le ouais, tranquillement. Partage de connexion avec mon téléphone. Yamendi, alors ça, vous pouvez répondre tous les deux, je pense. Comment entraîner son corps à respirer correctement durant la nuit pour mieux s'oxygéner? Alors, tu commences ou je commence, Clément? Allez. Vas-y, Silver. Alors, comment reprogrammer? Déjà, il faut reprogrammer sa respiration. C'est ce que je disais. L'exercice que je vous ai montré tout à l'heure, il faut reprogrammer. Il faut recréer de nouvelles voies neuronales. C'est Cindy, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut créer de nouvelles voies neuronales, Cindy. C'est-à-dire reprogrammer votre cerveau pour bien respirer de façon physiologique tout le temps. Pas que quand vous allez vous coucher. Parce que si vous faites cet exercice respiratoire, par exemple, que je vous ai donné tout à l'heure, que le soir, ce qui est bien quand on a des troubles du sommeil, c'est pour pouvoir trouver le sommeil, ça va pas permettre par contre de reprogrammer. Si vous le faites que le soir, si vous allez bien respirer le soir avant d'aller vous coucher, vous allez programmer votre cerveau pour bien respirer le soir avant d'aller se coucher. Donc, il va pas bien respirer le reste du temps. Ça veut dire que dès que vous allez repartir, vous allez vous endormir parce que vous allez lâcher le moment présent, etc. Par contre, dès que vous êtes dans le sommeil, d'un point de vue, les schémas émotionnels inconscients vont être toujours présents au niveau de votre subconscient et donc vous allez inconsciemment par rapport à ce stress émotionnel vous remettre dans les mêmes schémas respiratoires. Donc avec une perte d'amplitude, avec une hypoxie relative, c'est-à-dire une perte d'oxygénation, avec un impact sur les corticaux surrénales, sur l'intestin, etc. Tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Ouais. Donc il faut reprogrammer. Pour reprogrammer, il faut tout simplement faire cet exercice approximativement 2 fois, on va dire 3 minutes dans la journée, d'exercice respiratoire avec le ventre, etc., mais jamais au même moment. Vous le faites avant d'aller vous coucher, mais vous le faites aussi à un autre moment de la journée, jamais au même moment. Un coup le matin, un coup à midi, un coup dans la voiture quand le moteur chauffe, etc., etc. Juste pour que votre cerveau, un petit peu comme quand on court, et qu'on court fractionné pour pas qu'il s'habitue à l'effort, il faut pas que le cerveau s'habitue à faire toujours de la même façon. Et donc la respiration, il faut jamais le faire au même moment pour que la reprogrammation puisse se faire. Et là, vous allez impacter votre mécanisme respiratoire pendant le sommeil. Une précision par rapport à ça? Non, la réponse de Sylvain était très claire. Ok. On va terminer par 2 questions. Elisabeth qui nous dit aliments qui favorisent la sécrétion de mélatonine. Ah, il y en a quelques-uns que je vous conseille. Il y a l'avoine. Okay. Il y a les lentilles. Okay. Très très. Il y a les amandes. Il y a les cerises de Montmorency plus particulièrement, j'ai appris ça. J'étais pas au courant, c'est marqué cerises de Montmorency, j'ai vu, parce que j'ai tapé cerises et mélatonine. En fait, c'est tous ces aliments qui vont aider la sécrétion de mélatonine. Il y a les bananes. Alors c'est pour ça que moi, vous voyez, ce soir, j'ai encore d'autres bananes là. Je mange des bananes avant d'aller me coucher. Ça fait monter, ça stimule, on va dire, la mélatonine. Et dernière question, bonsoir, et c'est Paul René qui nous demande si la soupe de légumes peut être au dîner. Merci de votre réponse. Alors, la soupe de légumes, tout va dépendre comment vous la faites, c'est René. Tout va dépendre comment. Moi, je dis toujours, ce qui est important dans les légumes pour que le corps retienne l'eau, pour pas que l'eau ait un effet, on va dire, diurétique, ce sont les fibres. Parce que les fibres vont permettre dans notre intestin grêle de pouvoir retenir l'eau qui est si précieuse à notre corps et qui va nous permettre de nous hydrater d'ailleurs et non pas de nous drainer. C'est le grand distinguo qu'il y a entre drainer et hydrater. Et ce sont les fibres qui le permettent. Et notre problème en tant qu'occidentaux, notamment en tant que Français, c'est que quand on fait une soupe le soir, on a tendance à faire cuire.
cuire. Et puis une fois que c'est bien cuit, on va mixer pour faire un bon velouté. Et le velouté, on va continuer à le faire mijoter pour avoir du goût. Et le problème, c'est qu'en fonctionnant comme ça, on détruit complètement toutes les fibres. Résultat, cette eau que vous buviez une soupe, enfin que vous mangiez, une soupe avant d'aller vous coucher, ou que vous buviez une bouteille d'eau, l'impact est exactement le même. Par contre, la même soupe, vous la consommez avec beaucoup de légumes dedans, mais des légumes qui sont encore al dente, c'est-à-dire avec de la fibre, et vous mangez avec des légumes qui peuvent être passés et mixés, mais avec de la fibre. Et dès qu'ils sont cuits, mais encore avec de la fibre, vous coupez la cuisson. Et là, vous mangez. L'impact diurétique ne va pas du tout être le même, parce qu'il y a de la fibre dans les légumes. Donc, on peut manger s'il y a de la fibre. Sinon, c'est pas bon. C'est comme si c'est pas bon. C'est comme si on buvait, quoi. Et dernière question de Muriel, un bain chaud le soir, cela détend-il et prépare-t-il le sommeil? Et je reprends aussi la question de Monique, peut-on prendre un bain de pied chaud? Alors là, c'est plus précis. Bain de pied chaud pour s'endormir. Tu fais quoi, Clément, toi, pour te coucher? Ah non, jamais. C'est comme je fais pas. À proscrire avant d'aller se coucher. Tout ce qui est chaud va venir dilater, accélérer et vasculariser. Donc, stimuler la circulation, toute la vascularisation. Et la vascularisation, c'est la dynamisation, c'est-à-dire tout ce qui va réveiller. Moi, j'évite, personnellement. Et le matin, c'est génial, en revanche. Ouais, il y a plein de choses à remettre à plat. Oui, on a tendance à prendre un bon bain avant d'aller se coucher. Bien sûr. Disons que ça peut avoir une action de détente. Ça a une action de détente musculaire de par l'hyperémie, la vascularisation. Donc, il y a une détente musculaire, mais qui est une fausse impression derrière. Parce que derrière, il y a une action, on va dire, neurovégétative qui n'est pas forcément adaptée, on va dire, à la qualité du sommeil et à la prise de sommeil. C'est une fausse sensation. C'est une fausse sensation. On pourrait continuer, bien évidemment, mais il est temps qu'on se quitte sur ces bons conseils, ces astuces, ces outils. Mais oui, le temps passe vite. Le temps passe super vite, mais bon, c'est le jeu aussi pour que les personnes puissent aller aussi tranquillement s'endormir. Il faut couper les écrans. Ah oui. Couper les connexions. Tout à fait. Il faut qu'on soit cohérent, quand même. Oui, il faut aller dans la cohérence jusqu'au bout. Oui. Donc l'idée, bien sûr, c'est que vous allez recevoir le replay de la soirée avec toutes les informations sur la formation dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous allez recevoir ça dès demain. Toutes les équipes de Bibouda travaillent ce soir pour vous envoyer tout ça dès demain en fin de matinée, généralement en fin de matinée, début d'après-midi. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas réussi à voir, s'il y a eu des coupures, s'il y a eu des problèmes de chat, n'hésitez pas, vous allez avoir tout ça tranquillement chez vous dès demain par mail. Je rappelle, Silver, que tu as écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de tout changer aux éditions Idéo. Et Clément aussi, Le sens de l'équilibre aux éditions Intervalle. Un petit mot, Clément, comment ça s'est passé pour toi pendant cette heure 20? Bon, c'est super bien. Défi réussi. Allez, je vais descendre. Oui. Allez, en avant. Yeah. Bravo. Bravo. Voilà, c'est très important dans la vie pour pouvoir réussir et performer, de bien se connaître et le sommeil constitue un socle fondamental pour réussir cela. Dans mon record du monde où j'ai tenu pendant 24 heures, c'est parce qu'avant j'avais énormément dormi que j'ai pu avoir les ressources et tenir aussi longtemps en étant en équilibre. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental, à la fois dans notre bien-être au quotidien, mais aussi dans notre longévité. C'est parce qu'on dort bien chaque jour qu'on est moins malade et qu'on vit plus longtemps. Merci beaucoup pour ces précisions. Silver, un dernier éclairage peut-être sur le sommeil que tu souhaites apporter par rapport à ça? Important dans la notion de longévité. Pour moi, la longévité, les gens n'ont pas conscience et n'ont pas conscience de la capacité qu'a le corps à pouvoir vivre dans sa longévité, vivre longtemps et en bonne santé. On est des véritables, moi je dis, on est des Ferrari en puissance, c'est-à-dire on est très beau, on est très puissant, etc. On peut vivre très longtemps comme une Ferrari de collection. Ce qui va détruire une Ferrari qu'elle sera jamais de collection, c'est le mauvais entretien, c'est de mauvaise essence, mauvaise huile, pas d'entretien, etc. C'est la même chose pour notre corps. On est conçu physiologiquement, c'est les travaux de l'Institut Max Planck,
en Allemagne. On est conçu, j'arrive jamais à le dire, on est conçu, surtout pas à 22 heures, on est conçu physiologiquement pour vivre, dodo, pour vivre 150 ans. On n'en a pas conscience. Et le sommeil est fondamental dans la gestion de cette longévité, mais pas longévité à tout prix, c'est longévité en bonne santé. Absolument. Voilà. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Merci beaucoup pour tous tes outils, pour tous tes conseils, pour toutes tes astuces, pour tous tes enseignements. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'ai juste petite dédicace spéciale pour la Haute-Savoie. Je sais, moi, je suis de là-bas. Enfin, j'habite dans cette région et j'ai pas mal de relations là-bas. Spéciale dédicace à Arenton. Et puis, voilà, au cabinet. Je sais qu'ils me regardent au cabinet où je travaille à Vétramontou. Je vous dis bonjour. Bonsoir et puis bonsoir à tout le monde et merci d'avoir été là. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié la qualité de tous ces enseignements. J'espère que vous allez passer une jolie nuit après tous ces conseils et nous, on se retrouve extrêmement vite. Je vous dis belle soirée et à tout bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Clément. Ciao, ciao. À bientôt. À tout bientôt.